Épisode l'IA qui bosse pendant que tu dors. Chapitre 1. Le basculement. Pendant longtemps, l'IA répondait. Maintenant, elle enchaîne. Elle garde le fil, utilise des outils, reprend une tâche là où elle l'avait laissée. Ce n'est plus seulement une conversation, c'est le début d'une organisation. Pendant 2 ans, on a raconté VIA comme un miracle de langage. On écrivait une question, elle écrivait une réponse. C'était spectaculaire, mais c'était encore simple. Une machine brillante, souvent utile, parfois bluffante, qui restait enfermée dans le cadre étroit d'un échange. Puis quelque chose a changé. Le progrès le plus visible, c'était la qualité des réponses. Le progrès le plus important aujourd'hui, c'est la continuité des actions. Une machine qui répond bien impressionne. Une machine qui reprend une tâche là où elle l'a laissée commence à changer le travail. Le vrai saut n'est pas quand l'IA parle comme nous, c'est quand elle commence à travailler entre deux de nos messages. Elle cherche, elle compare, elle exécute du code, elle ouvre un navigateur, elle lit un document, elle revient plus tard, elle relance, elle planifie, elle enchaîne. Tant qu'une machine répond, elle assiste. Dès qu'elle se souvient, agit et revient, elle commence à travailler. C'est là qu'il faut ralentir un instant. On ne parle pas encore d'entreprises entièrement abandonnées aux machines. On ne parle pas d'un monde où l'humain aurait disparu de la boucle. On parle de quelque chose de plus concret et en un sens de plus dérangeant. Des morceaux d'organisation commencent à devenir automatisables. Pas toute l'entreprise, pas toute la décision, mais des blocs entiers de travail coordonnés. Une veille concurrentielle chaque matin, une série de tickets techniques à trier, un premier niveau de support, une synthèse quotidienne pour une équipe produit, un suivi de tâches qui revient à heure fixe avec mémoire du contexte et capacité d'action. Ce ne sont pas encore des cerveaux souverains, ce sont déjà des processus qui cessent d'avoir besoin d'être relancés à la main. Et c'est là que le mot agent devient utile. Un assistant répond, un agent agit, un assistant attend la prochaine question. Un agent peut recevoir un objectif, mobiliser des outils, conserver un peu de contexte, puis avancer sans être sollicité à chaque étape. La différence peut sembler subtile. En réalité, elle est structurelle. Parce qu'une fois que la machine n'est plus seulement une interface de réponse, elle cesse d'être un simple logiciel de conversation. Elle devient une pièce possible dans une chaîne de travail. Ce basculement n'a pas encore la forme spectaculaire qu'on imagine souvent. Il ne ressemble pas d'abord à un robot chef qui dirigerait une entreprise depuis un bureau imaginaire. Il ressemble à quelque chose de beaucoup plus banal, moins de relance humaine, plus de continuité machine. Et dans l'histoire du travail, les vraies révolutions commencent souvent comme ça. Pas par un grand soir technologique, par une friction qui disparaît. La bonne question n'est donc plus seulement « est-ce que l'IA sait faire quelque chose ?» La bonne question devient « que se passe-t-il quand elle sait reprendre, poursuivre, transmettre et capitaliser ?» À partir de là, on ne change plus seulement un outil, on commence à déplacer la manière même dont le travail s'organise. Pour comprendre ce déplacement, il faut partir de la faiblesse historique de presque tous les assistants, leur amnésie. Car tant qu'une machine oublie tout, elle peut impressionner, mais elle ne peut pas vraiment devenir un collègue. Chapitre 2. La fin de l'amnésie. Un assistant peut être brillant et inutile le lendemain. Il répond, puis il oublie. Un agent devient intéressant à partir du moment où il garde une trace, réutilise ce qu'il a appris et reprend le travail sans repartir de zéro. Le plafond historique des assistants IA tient en un mot, l'oubli. Vous ouvrez une fenêtre, vous obtenez parfois une réponse remarquable, puis vous fermez l'onglet et tout s'évapore. Le lendemain, il faut recommencer, réexpliquer le contexte, redonner les fichiers, reformuler le besoin. L'intelligence est là, parfois spectaculaire, mais elle n'accumule presque rien. Et dans le travail réel, une intelligence sans continuité reste un feu d'artifice, brillante, courte, difficile à transformer en méthode. C'est pour cela que des projets comme Hermès Agent sont intéressants. Non parce qu'ils annonceraient une super intelligence générale, non parce qu'ils remplaceraient déjà une équipe entière, mais parce qu'ils essaient de résoudre un problème beaucoup plus banal et beaucoup plus décisif. Comment faire en sorte qu'un agent ne reparte pas de zéro à chaque tâche? Hermès Agent est un projet open source de Nous Research, pensé comme un agent persistant, outillé, capable de garder une mémoire de travail et de réutiliser des compétences. Le point important n'est pas la taille supposée d'un modèle miracle. Le point important ici, c'est l'architecture. L'agent peut mobiliser des outils,
exécuter des actions, stocker ce qu'il a appris sous une forme réutilisable, puis retrouver ce savoir plus tard au lieu de réinventer la solution. C'est là qu'apparaît une idée simple, mais puissante. Une bonne réponse n'est pas encore une compétence. Une compétence, c'est une solution qu'on sait retrouver, réappliquer, adapter. Tant qu'une machine improvise, elle fascine. Quand elle capitalise, elle commence à concurrencer une organisation. Dans Hermès Agent, cette capitalisation passe notamment par des skills, des blocs de savoir opérationnel que l'agent peut créer, rappeler et enrichir au fil des tâches. L'idée est moins magique qu'elle n'en a l'air. Imaginez un collègue qui, au lieu d'oublier chaque dépannage au moment où il ferme son ordinateur, écrit après coup une procédure claire, puis la ressort la semaine suivante quand le même problème revient. Ce n'est pas du génie, c'est de la continuité. Et dans le travail, la continuité vaut souvent plus cher que l'éclat. Le système s'appuie aussi sur une mémoire plus structurée que la simple fenêtre de contexte d'un chatbot. Autrement dit, au lieu d'empiler toujours plus de texte dans une conversation jusqu'à la rendre lente, coûteuse et confuse, l'agent peut retrouver ce qui compte au moment utile. Pas tout, pas parfaitement, mais assez pour éviter de recommencer inutilement. Cette différence paraît technique. En réalité, elle est économique. L'oubli oblige à répéter. La mémoire permet d'accumuler. C'est pour cela qu'il faut être précis sur ce qu'on raconte ici. Hermès Agent n'est pas un esprit autonome tombé du ciel. C'est un framework agentique open source conçu pour fonctionner avec différents modèles, différents environnements, différents outils. Il peut se connecter à des canaux comme Telegram, Discord ou Slack, utiliser des backends variés et s'inscrire dans des workflows réels. Ce qui compte n'est donc pas le fantasme d'une machine omnisciente. Ce qui compte, c'est l'apparition d'un agent qui garde le fil. Et garder le fil change déjà beaucoup. Parce qu'à partir du moment où un système sait retrouver une solution, recharger un contexte, relancer une tâche planifiée ou transmettre à un sous-agent une partie du travail, il cesse d'être seulement un interlocuteur. Il devient un processus avec mémoire. L'oubli était le plafond des assistants. La mémoire est peut-être le plancher des agents. Mais à partir de là, un autre problème commence. Un agent qui se souvient peut devenir utile. Plusieurs agents qui se souviennent agissent en parallèle et manipulent les mêmes ressources. Cela devient immédiatement une question de coordination. Et la coordination, elle, ne pardonne pas l'approximation. Chapitre 3. Le problème du multiple. Un agent seul peut impressionner. Plusieurs agents transforment immédiatement le problème. Dès qu'ils partagent des outils, des fichiers, des objectifs et des délais, il ne s'agit plus seulement d'intelligence, il s'agit d'organisation. Un agent seul, c'est souvent une démo. Il prend une consigne, il produit un résultat, il donne le sentiment d'un saut technologique. Mais dès qu'on passe de 1 à plusieurs, la nature du problème change. Et elle change brutalement. Parce qu'à partir de 2 agents, on ne parle plus seulement de capacité, on parle de circulation. Qui fait quoi? Qui a accès à quoi? Qui agit en premier? Qui corrige l'autre? Qui arbitre quand 2 agents veulent modifier le même fichier, répondre au même client ou poursuivre 2 stratégies incompatibles? Un agent peut être brillant et rester gérable. 10 agents obligent déjà à inventer une politique. Vu de loin, on imagine une équipe de spécialistes logiciels travaillant harmonieusement nuit et jour. Vu de près, on retrouve les vieux problèmes de toute organisation. Conflits de priorité, collisions de contexte, doublons, angles morts, erreurs qui se propagent. Le chaos commence rarement avec un génie solitaire. Il commence avec une équipe sans règles. Il faut ici se débarrasser d'une illusion tenace. Multiplier les agents ne multiplie pas mécaniquement l'intelligence utile. Cela multiplie aussi des points de défaillance. Chaque agent supplémentaire ajoute une surface d'erreur, une permission de plus à encadrer, un contexte de plus à maintenir, un comportement de plus à surveiller. Dans un système simple, une erreur se voit. Dans un système distribué, elle peut circuler avant d'être comprise. C'est pour cela que le problème central des agents n'est pas seulement l'autonomie, c'est la coordination sous contrainte. Un bon système multi-agent n'est pas un groupe de machines talentueuses, c'est un ensemble de rôles, de permissions, de limites et d'arbitrage explicite. Autrement dit, on retrouve très vite, sous des habits techniques, les questions les plus banales de toute vie collective. Qui décide? Qui exécute? Qui rend des comptes? Dans le monde humain, on a mis des siècles à stabiliser des réponses imparfaites à ces questions. On a inventé des responsables, des budgets, des procédures, des validations, des journaux d'activité, des hiérarchies, des revues, des garde-fous. Dans le monde des agents, on redécouvre à grande vitesse que l'intelligence seule ne suffit pas. Une organisation, ce n'est pas des talents, c'est des limites. Et c'est là que le sujet change discrètement. Pendant des années,
On a évalué les systèmes d'IA comme on évalue des individus. Est-ce qu'ils répondent bien? Est-ce qu'ils réussissent la tâche? Est-ce qu'ils sont meilleurs que le modèle précédent? Mais à mesure qu'on entre dans des logiques d'agents, ce cadre devient insuffisant. La vraie question n'est plus seulement « est-ce que l'agent est bon ?» La vraie question devient « est-ce que l'ensemble tient ?» Cette question est plus exigeante, parce qu'un système peut contenir plusieurs agents localement compétents et pourtant produire un résultat globalement médiocre, coûteux, instable ou dangereux. C'est une vieille leçon des organisations humaines. L'intelligence locale n'additionne pas automatiquement une intelligence collective. Parfois, elle additionne juste plus de vitesse dans de mauvaises directions. À partir de là, le sujet change de nature. On ne cherche plus seulement à fabriquer des agents capables. On cherche à construire un cadre où leurs capacités restent lisibles, limitées, pilotables. Et cela nous amène à la vraie question des prochaines années. Non pas comment rendre les agents plus libres, mais comment rendre leur liberté gouvernable. Chapitre 4. La gouvernance. Plus un agent devient utile, moins la question est purement technique. Très vite, elle devient administrative, financière, juridique, presque politique. Le vrai sujet n'est plus seulement ce qu'un agent sait faire, c'est ce qu'il a le droit de faire. On se trompe souvent sur la nature du problème. On croit que la question décisive est jusqu'où un agent peut-il aller? En pratique, la vraie question devient très vite jusqu'où doit-on le laisser aller? Parce qu'un agent n'entre pas dans le monde réel comme une intelligence abstraite. Il y entre avec des droits, des outils, des accès, des coûts, des conséquences. Et à partir de ce moment-là, la technique ne suffit plus. Il faut de la gouvernance. Le mot peut sembler froid, presque bureaucratique. Il est pourtant au cœur du sujet. Dans ce contexte, la gouvernance, c'est l'ensemble des mécanismes qui empêchent une capacité utile de devenir un risque banal. Qui peut lancer quoi? Avec quel budget? Sur quelles données? Avec quel niveau d'autonomie? Quand faut-il une approbation humaine? Quand faut-il bloquer? Quand faut-il tracer? Quand faut-il escalader? Dit autrement, le problème d'un agent autonome, ce n'est jamais seulement ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il a le droit de faire sans demander. Une manière plus directe de le dire serait qui a le droit de faire une bêtise coûteuse et à quelle vitesse? C'est ici qu'apparaît un point essentiel, souvent masqué par le charme des démos. Un dashboard n'est pas le contrôle. Un journal d'activité n'est pas la compréhension. Une interface élégante ne garantit ni la lucidité, ni la vigilance, ni l'arbitrage. Voir qu'un agent a fait quelque chose n'équivaut pas à comprendre pourquoi il l'a fait, ni à savoir s'il aurait fallu l'empêcher. Le décor du contrôle est facile à fabriquer. Le contrôle réel, lui, coûte du temps humain. Et ce coût est probablement l'un des sujets les plus sous-estimés de toute la vague agentique. On parle beaucoup d'automatisation. On parle moins du travail de supervision qu'elle crée en retour. Qui lit les logs? Qui examine les incidents? Qui tranche entre deux comportements plausibles mais incompatibles? Qui décide que l'objectif est mal formulé? Qui prend la responsabilité quand le système a exécuté exactement ce qu'on lui a demandé, mais pas ce qu'on voulait? C'est ici que la question redevient très concrète. Plus un agent agit, plus il faut penser en termes de rôle, de permission, de plafond, de validation. Un agent qui peut lire n'est pas un agent qui peut écrire. Un agent qui peut écrire n'est pas un agent qui peut déployer. Un agent qui peut déployer n'est pas un agent qui peut dépenser librement. L'histoire du management est, en grande partie, l'histoire des permissions. Les agents vont devoir la prendre aussi. Le paradoxe, c'est que cette couche de gouvernance peut donner l'impression d'un retour à la lourdeur humaine. On rêvait d'autonomie pure, on retrouve des approbations, des limites, des procédures. Mais cette lourdeur apparente n'est pas un accident. C'est le prix de l'action dans un environnement réel. Une intelligence sans limite est peut-être fascinante en laboratoire. Dans une organisation, elle devient rapidement une source d'incertitude. Voilà pourquoi le débat sur les agents se trompe parfois de cible. La vraie question n'est pas est-ce qu'on saura construire des systèmes impressionnants? On sait déjà le faire, au moins par moment. La vraie question est saura-t-on construire des systèmes fiables, lisibles, arrêtables et responsables? Car à partir de là, le sujet n'est plus la performance pure. Le sujet devient la place exacte qu'on accepte de céder à la délégation. Chapitre 5. Le travail déplacé. L'automatisation n'efface pas d'abord le travail, elle le déplace. Ce que les machines prennent rarement en premier, ce ne sont pas les emplois entiers. Ce sont les gestes, les transitions, les reprises, puis peu à peu, une part de la vigilance elle-même. C'est peut-être le point le plus important et pourtant le moins bien raconté. Quand on parle d'agent IA, on imagine tout de suite le remplacement. Une machine ferait le travail, l'humain disparaîtrait. En réalité, les transformations les plus profondes commencent souvent bien avant ce scénario extrême. Elles commencent quand le travail change de place,
quand une partie de l'exécution glisse vers la machine et qu'une partie de l'activité humaine remonte vers le cadrage, la supervision, la correction, l'arbitrage. L'automatisation ne supprime pas d'abord le travail, elle le déplace vers l'amont et vers l'aval. En amont, il faut mieux formuler les objectifs, mieux découper les tâches, mieux définir les contraintes, mieux préciser ce qu'il ne faut pas faire. En aval, il faut vérifier les résultats, contrôler les effets de bord, corriger les erreurs, relire ce qu'on n'a pas écrit, auditer ce qu'on n'a pas exécuté soi-même. Le nouveau travail intellectuel pourrait ressembler à ceci. Produire un peu moins, vérifier beaucoup plus. C'est là qu'un grand nombre de métiers commencent déjà à être redessinés. Le support ne consiste plus seulement à répondre, il consiste à surveiller ce qui peut être répondu automatiquement et ce qui doit être repris. Le développement ne consiste plus seulement à coder, il consiste de plus en plus à guider, tester, intégrer, relire, sécuriser. Le produit ne consiste plus seulement à imaginer des fonctionnalités, il consiste aussi à choisir quelles décisions peuvent être laissées à des systèmes semi-autonomes et lesquelles doivent rester explicitement humaines. Le statut change parfois avant le métier. On se voit encore comme auteur alors qu'on devient déjà éditeur. On se voit encore comme exécutant alors qu'on devient superviseur. On se voit encore comme décideur unique alors qu'on commence à partager une partie de la séquence décisionnelle avec des systèmes qui proposent, préparent, priorisent ou exécutent sous condition. Ce déplacement peut sembler moins spectaculaire qu'un remplacement total. Il est peut-être plus important, parce qu'il s'installe discrètement. On ne supprime pas une fonction d'un seul coup. On la décompose. On retire d'abord la partie répétitive, puis la partie préparatoire, puis la partie de coordination simple, puis la première version d'un livrable. À la fin, le métier existe toujours sur le papier, mais sa texture a changé. Et cette transformation a une conséquence psychologique rarement dite. Il est fatigant de relire sans cesse ce qu'on n'a pas produit. Il est épuisant de devoir rester responsable d'un travail dont on ne maîtrise plus chaque geste. La délégation machine ne supprime pas forcément la charge. Elle peut la déplacer vers une autre forme de fatigue, moins de fabrication directe, plus de vigilance diffuse. C'est pour cela que la promesse d'une entreprise où tout irait plus vite grâce aux agents doit être entendue avec prudence. Oui, certains flux peuvent gagner en vitesse. Oui, certaines tâches peuvent être absorbées. Oui, certaines équipes peuvent augmenter leur portée. Mais tout gain local crée aussi une nouvelle exigence de contrôle. Et plus on délègue, plus la qualité du système dépend de la qualité du cadrage humain. La question n'est donc pas seulement de savoir combien de tâches une machine peut prendre. La question est de savoir quel type de travail elle nous laisse. Si elle nous laisse le plus intéressant, le plus stratégique, le plus créatif, l'histoire sera racontée comme un gain. Si elle nous laisse surtout la correction, la surveillance et la responsabilité sans la main, l'histoire sera vécue très différemment. C'est à ce point précis que la question du contrôle redevient centrale, pas dans sa version de science-fiction, dans sa version quotidienne. À partir de quel moment accepte-t-on de laisser faire, simplement parce que le système a souvent raison? Chapitre 6. Qui tient les rênes? Une machine n'a pas besoin d'être malveillante pour devenir dangereuse. Il suffit qu'elle soit compétente dans la mauvaise direction. Le risque n'est pas toujours la révolte. Le risque, plus banal et plus probable, c'est la délégation confortable. Depuis des années, les débats sur l'IA se laissent facilement inspirer par deux caricatures. D'un côté, la machine magique qui va tout résoudre, de l'autre, la machine rebelle qui va tout détruire. Entre les deux, il y a pourtant le terrain le plus important, celui des systèmes utiles, imparfaits, de plus en plus capables, auxquels nous commençons à confier des tâches avant d'avoir complètement appris à les encadrer. Le vrai problème commence souvent là. Le scénario du Paperclip Maximizer, popularisé par Nick Bostrom, reste utile pour une raison très simple. Ce n'est pas une histoire sur la méchanceté des machines, c'est une histoire sur la brutalité possible d'un objectif mal posé. Une intelligence qui optimise sans comprendre nos implicites peut produire des résultats absurdes avec une logique impeccable. Le danger n'est pas forcément qu'un agent prenne l'initiative. Le danger, parfois, c'est qu'il exécute trop bien une consigne que personne n'a vraiment pensé jusqu'au bout. Geoffrey Hinton, comme d'autres chercheurs majeurs, a publiquement insisté sur le problème du contrôle et de l'alignement. Peu importe ici la phrase exacte. Ce qui compte, c'est l'idée. Nous créons des systèmes de plus en plus puissants dans un environnement économique qui récompense la vitesse, l'adoption et l'avantage concurrentiel bien avant de récompenser la prudence. Cette tension est déjà là. Elle ne relève pas de la science-fiction. Elle relève de la structure même de l'innovation. Mais le risque concret, à court terme, n'est peut-être pas celui qu'on imagine le plus facilement. Ce n'est pas forcément la perte de contrôle spectaculaire. Ce n'est pas forcément l'agent qui se retourne contre son créateur. Le risque le plus probable, dans beaucoup d'organisations, est plus banal. Le moment où l'on commence à ne plus vérifier avec assez d'attention. Le moment où un système marche assez souvent pour qu'on lui fasse confiance trop tôt. Le moment où le soulagement de déléguer commence à remplacer l'effort de comprendre. On ne perd pas le contrôle d'un seul coup. On commence souvent par le déléguer avec soulagement. Une synthèse qu'on ne relit plus entièrement. Un rapport qu'on approuve trop vite. Un lot de tickets qu'on laisse trier sans revue sérieuse. Un envoi automatisé qu'on ne vérifie plus systématiquement. Un workflow qu'on croyait limité et qui se met à produire des effets en chaîne. La catastrophe version bureau n'a pas besoin d'un robot tueur. Il lui suffit d'un objectif flou et de personne pour relire. C'est pour cela que la question du contrôle ne peut pas être traitée comme un supplément moral ajouté à la
fin de la démo. Elle doit être au centre de la conception. Que délègue-t-on exactement? Avec quelles bornes? Avec quel droit d'arrêt? Avec quelle visibilité? Avec quel temps humain consacré à la supervision? Tant qu'on ne répond pas à ces questions, l'autonomie reste moins une prouesse qu'un pari. Le plus troublant, peut-être, est que les briques sont déjà là. Des agents capables de garder une mémoire de travail, des systèmes capables d'utiliser des outils, des architectures capables de répartir des tâches, des organisations tentées de déléguer plus loin pour gagner en vitesse. Nous ne sommes pas encore dans le monde des entreprises entièrement gouvernées par des machines, mais nous sommes déjà dans un monde où des portions de travail peuvent glisser hors du geste humain direct. Et cela suffit à rendre la question urgente. La grande question désormais n'est plus « est-ce que l'IA peut travailler seule ?» La grande question c'est « à partir de quand acceptons-nous de ne plus regarder ?» Vous écoutiez l'IA qui bosse pendant que tu dors. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et partagez-le. On se retrouve très vite.